C'était un complexe industriel. Il n'en reste plus rien. 10h20 ce matin, une explosion gigantesque dévaste l'usine pétrochimique AZF. Une usine qui produit des engrais à la périphérie de Toulouse. L'explosion aurait eu lieu dans l'un des ateliers d'AZF, une tour de stockage de nitrates. À sa place, désormais, un cratère de près de 50 mètres de diamètre. Près de 350 personnes se trouvaient dans l'usine et des centaines d'autres dans les bâtiments alentours, soufflés eux aussi par la violence de l'explosion. On a eu un grand boom, regardez sur la capot de la voiture, comme une bombe qui a explosé là-bas. C'était là-bas que ça s'est passé. Ma fille était conduisait, elle a essayé de garder la maîtrise du véhicule, on se met c'est un accident, c'est incroyable, d'un coup comme ça. On roulait puis c'est une explosion, c'est tout, on a entendu une grosse explosion et puis... Voilà. J'étais juste à côté, juste en face de l'usine qui a explosé et je me suis retourné, j'ai vu des flammes qui montaient dans le ciel et il y a eu un grand souffle et voilà, il y avait tout de retourné, tout un grand massacre. Il y a des blessés partout là-bas, il y a des blessés. Ah ouais, il doit y avoir des blessés partout. Moi j'ai vu juste à côté de l'usine où on travaillait, les gens avaient la tête ouverte, et il manquait un œil et tout ça. Le mardi 16 avril, à 4h05 de l'après-midi, 3 détonations se succédèrent avec la rapidité et l'impétuosité de la foudre. Sur les 14 ouvriers qui travaillaient dans l'usine, 3 seulement avaient eu le bonheur de se sauver. Il faut ajouter aux victimes Madame et Mademoiselle Chavaredes, le jeune homme qui les accompagnait, et une femme de Poudreville qui ramassait du chien-dent au ramier. Toute l'île a été bouleversée. La terre a été remuée à une profondeur considérable dans le voisinage du moulin et des magasins. Des excavations extraordinaires se sont ouvertes dans le sol de chacun des édifices. Des arbres énormes ont été détachés et portés dans la rivière. Les édifices des moulins qui furent détruits contenaient 61 000 kilos de poudre. En 1847, le préfet vicomte Napoléon du Châtel négocie le transfert de la poudrerie royale de Toulouse sur l'île d'Ampalo. Cette décision fait suite à l'explosion meurtrière du 17 avril 1840 et aux 3 autres survenues lors des 70 années précédentes. L'histoire du sud-ouest toulousain est ponctuée par les accidents industriels. De la poudrerie royale à AZF, toutes ces usines ont été impliquées de près ou de loin dans la fabrique d'équipements militaires. Une histoire intrinsèquement liée à celle de la guerre, à l'évolution de ses pratiques et de ses outils. La nouvelle poudrerie est finie en 1852. L'industrie de la guerre va s'enraciner pour de bon dans cette partie de la ville et y restera. Quand l'industrie militaire des grandes puissances impérialistes européennes cessait dans le premier conflit mondialisé du XXe siècle, l'île d'Ampalo et ses alentours changent de visage. À la sortie du conflit, la poudrerie sera passée de 10 à 400 hectares. Toulouse est loin du front. L'usine est en sécurité. Elle répondra aux besoins démesurés d'explosifs et de gaz de combat. La production industrielle du sud-ouest toulousain aura bâti sa sinistre réputation sur le travail de femmes, de soldats démobilisés, d'Algériens, de Marocains, d'Indochinois, parfois des enfants.
Le vieux quartier du Ferretra ne fut jamais si animé que pendant la guerre. On ne pouvait plus y aller comme autrefois, promener ses rêveries, bercé par la chanson des cigales et le murmure du fleuve. On y trouve une foule bigarrée, agitée et bruyante, venue des quatre coins de l'horizon, qui se pressent et se croisent sur les routes et dans les cabarets établis dans des baraquements improvisés. Ce sont les travailleurs de la nouvelle usine de guerre, notre ancienne poudrerie nationale du Ramier, qui avait été complètement transformée et considérablement agrandie. Mais depuis la fin de la guerre, ce quartier a repris son allure paisible et tranquille d'autrefois. La grande usine de guerre est en sommeil et va probablement disparaître bientôt. Malgré ce qu'affirmait ce journaliste en 1921, la grande usine n'était pas prête de disparaître. Elle était même sur le point de se réveiller. En 1924, l'État crée l'Office national de l'industrie d'azote, l'ONIA, pour équiper le pays en ammoniac de synthèse, un élément nécessaire à la production d'explosifs. La nouvelle usine est achevée en 1927, sur la rive gauche de la Garonne, en face de l'île d'Ampalo. La poudrerie nationale de Toulouse et l'ONIA uniront leurs efforts dans un rythme toujours plus effréné jusqu'en 1939, avant d'être mises à la disposition de l'occupant par le régime de Vichy. Après 1945, les enjeux de la géopolitique mondiale changent. C'est la ruée vers l'atome. La fièvre capitaliste des 30 Glorieuses réorganise la production industrielle autour de son nouveau modèle de consommation. La guerre s'immisce dans chaque recoin de cette illusion nostalgique. De 1957 à 1963, l'ONIA produit de l'hydrogène en partenariat avec le Commissariat à l'énergie atomique. L'ONIA devient APC en 1965, puis AZF en 1983. Elle vend aux usines de l'île d'Ampalo, regroupées en 1971 sous le sigle SNPE, du méthanol, qu'elle convertit en formol, et de l'ammoniac, qui sert à la production d'hexaméthylène tétraline, utilisé dans tous les explosifs militaires français. En 1972, ce complexe industriel en plein essor se lance dans la production de propergol, un combustible utilisé pour propulser les missiles nucléaires, et jusqu'en 1990, on y fabriquera toujours du gaz de combat. Viennent s'ajouter au paysage de nouvelles usines, de nouvelles sociétés, le tout regroupé en groupes d'intérêts économiques sous monopole étatique. Mais la guerre n'est pas un marché suffisamment stable. Depuis 1918, le complexe militaro-industriel toulousain a adopté une stratégie duale. La chimie utilisée dans la fabrique d'armes sert aussi à la production d'engrais, de vernis, de chlorpyrifine, de résine, de détergents, de colle à bâtiment, de pesticides et de fongicides. Le propergol propulse les fusées, les satellites et les têtes nucléaires. Fusionnés, séparés, rachetés, rassemblés, renommés, les statuts des entreprises participant à cette industrie sont comme leurs pratiques. Elles ne changent pas, elles se modernisent. A vital element in keeping the peace is our military establishment. Our arms must be mighty, ready for instant action, so that no potential aggressor may be tempted to risk his own destruction. Until the latest of our world conflicts, the United States had no armaments industry. American makers of plowshares could, with time and as required, make swords as well. But we can no longer risk emergency improvisation of national defense. We have been compelled to create a permanent armaments industry of vast proportions. Added to this, 3.5 million men and women are directly engaged in the defense establishment. We annually spend on military security alone more than the net income of all United States corporations. Now, this conjunction of an immense military establishment and a large arms industry is new in the American experience. The total influence, economic, political, even spiritual, is felt in every city, every state house, every office of the federal government. We recognize the imperative need for this development, yet we must not fail to comprehend
its grave implications. Our toil, resources, and livelihood are all involved. So is the very structure of our society. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. C'est maintenant la question qui fâche, avec notre partenaire le Huffington Post. La question vous est posée par Jean-Baptiste Duval du Huffington Post. À vous écouter, Thales est le summum du cool, avec ses techno-futuristes pour les transports, l'aviation et la conquête de l'espace. Par contre, on vous entend moins sur les ventes d'armement. Première source de revenus de Thales, la moitié des 14 milliards gagnés en 2015. Alors, Patrice Caine, vous êtes si mal à l'aise que ça avec votre véritable métier ? Mal à l'aise ? On en est très fiers de faire de la défense, c'est le métier historique du groupe. Votre journaliste a tout à fait raison, c'est 50% des revenus du groupe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que bon nombre des technologies aujourd'hui du monde civil n'existeraient pas sans le monde de la défense. Oui. Internet n'existerait pas sans le monde de la défense. L'aéronautique civile ne serait pas à ce point, je dirais, de performance s'il n'y avait pas eu l'aéronautique militaire. Mais sur le plan éthique, vous vendez des armes à des régimes qui ne sont pas très démocratiques, au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite. D'abord, notre première mission, c'est d'aider nos gouvernements, les gouvernements pour qui on travaille, à protéger les citoyens. Et vous savez, les 32 000 salariés en France sont fiers de travailler à la défense de la France, à la sécurité. Quand vous prenez le train, les transports, derrière, souvent, ces systèmes, il y a Thales. 20 ans après l'explosion d'AZF, la ville rose est toujours aussi sanglante. Elle a abandonné sa spécificité chimique, se confondant avec le reste de l'industrie belliqueuse nationale. Ici comme partout, mais particulièrement ici, on retrouve ces enseignes que leur réputation précède. Airbus, Thales, Safran, Nexter, leurs armées de sous-traitants, leurs légions de conseillers et les architectes de leurs locaux impérieux. Dans cette constellation militaro-industrielle, certaines étoiles brillent plus que d'autres, mais on ne les voit pas toutes. Depuis la fermeture de la poudrerie nationale, la fin de la guerre de 14-18 et la réorganisation de la production d'armement, Toulouse n'est qu'un rouage du complexe militaro-industriel français. À travers les crises géopolitiques successives du XXe siècle, l'État développe son industrie de guerre. À la fin de ces crises, elle perdure dans une relation duale. La guerre s'immisce dans l'image du monde. Elle est à la fois notre plus grand tabou et notre réalité quotidienne. Nos engrais sont nos obus, l'électricité notre apocalypse, et notre regard, nos caméras tactiques. Constante, hypothétique ou concrète, elle structure les imaginaires et les capitaux morbides. L'Hexagone exporte son industrie de mort, se tournant vers les pays du Sud et son marché néocolonial. En se faisant le partenaire incontournable des dictatures, des régimes autoritaires et des monarchies tyranniques, nous affirmons notre domination du monde. Malgré le déni des pouvoirs publics, nous savons tous ce qui se passe chez nos clients les plus fidèles.
La permanence couleur brune. Brûle. Les sapins sur le cours brûlent, les palettes au carrefour brûlent. Même nos démons en papier sur la place publique, sous les yeux ébahis du public brûlent. J'ai senti pointer le jour de l'année, unique et sauvage, où tout est cueilli, sous pleine lune, soucis glacés. La prod des mèches tapis sur l'asphalte de jeunes cramés, brandissant les bâtons de feu, brûlant les cheveux de ces monstres. Hurlant à la mort, du roi plein les poches, parfum vignasse. J'ai trop peu goûté à tous ces breuvages de grande qualité. Autour les brasiers étaient composés de briques et de frasques. Le regard tourné vers McDo cramé, au feu les pompiers. Je l'ai vu clamser au mois de septembre, festif et familial. Tout le monde était là, la bergère, la mamie et même les condés. Personne n'a cru qu'à l'heure du goûter, tout prendrait flamme. Se confrontant alors leurs attaques face à nos manières d'habiter. J'ai touché aux pierres encore chaudes, aux débris de chantier assez vastes, pour s'y répandre en une zone où jamais ma vie ne sera dérobée. Entendu le cri dont les connaît plus, briser la tasse le matin où j'ai lu. Il pleut dans mes yeux, que l'IMO l'ait su. En commerce brûle, le petit commerce intérieur brûle, l'intérieur du vide brûle, le vide et le pain et l'emploi brûle. Tous les emplois du temps brûlent, enfin le temps de se poser. Ce temps où ma cigarette brûle, voilà que Beyrouth ses cendres fume. Fume ses loups dans leur tour brûle, tour de magie dans l'absolu. Fait disparaître mais t'as qu'un fait court. Et tu mires la magie n'y croit plus, qui ne respire pas cette terre brûle, qui ne perçoit plus la terre brûle. Pour ces raisons même que je vous prie de croire à mon seul et unique désir. J'ai senti pointer le jour de l'année, unique et sauvage, où tout est cueilli, sous pleine lune, soucis glacés. La prod des mèches tapis sur l'asphalte de jeunes cramés, brandissant les bâtons de feu, brûlant les cheveux de ces monstres. Hurlant à la mort, du roi plein les poches, parfum vignasse. J'ai trop peu goûté à tous ces breuvages de grande qualité. Autour les brasiers étaient composés de briques et de frasques. Le regard tourné vers McDo cramé, au feu les pompiers. Je l'ai vu clamser au mois de septembre, festif et familial. Tout le monde était là, la bergère, la mamie et même les condés. Personne n'a cru qu'à l'heure du goûter, tout prendrait flamme. Se confrontant alors leurs attaques face à nos manières d'habiter. J'ai touché aux pierres encore chaudes, aux débris de chantier assez vastes, pour s'y répandre en une zone où jamais ma vie ne sera dérobée. Entendu le cri dont les connaît plus, briser la tasse le matin où j'ai lu.